Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect pour une autre vidéo slash podcast. On n'est pas encore trop sûr qu'est-ce que c'est. C'est des vidéos de 45 minutes, 1 heure sur un podcast, sur une vidéo, on ne sait pas. Aujourd'hui, le but est de parler des cibles du Canadien avec leurs deux choix de première ronde et les deux choix au deuxième tour qui sont au 41e et 49e rang, si je ne me trompe pas. Le but, dans le fond, que je veux faire, c'est créer plus de contenu en français parce que, premièrement, c'est plus facile pour moi de créer du contenu en français qu'en anglais. Mais aussi centré sur le Canadien de Montréal beaucoup plus. Dans le fond, ma chaîne anglophone sert à parler d'un peu de tout. Puis étant donné qu'il y a du monde qui vient d'un peu partout, que ce soit Philadelphie, Détroit, Chicago, l'Ouest canadien, l'Ouest américain, qui viennent voir dans le fond les vidéos que je fais, je peux pas trop me concentrer sur le Canadien, même si je vais toujours faire des vidéos un petit peu plus détaillées sur le Canadien. Il faut que je me concentre un peu sur la Ligue nationale en général. Tandis que ici, pour la chaîne francophone, je veux faire beaucoup plus de contenu sur le Canadien de Montréal. Ça va pas être du contenu dans le même style où il va y avoir des animations, pis ci, pis ça, mais au moins du contenu où j'allume le micro, j'allume la caméra, puis je choisis un sujet, puis on parle de ce sujet-là. Que ce soit dans le fond des vidéos de 45 minutes, 1 heure comme aujourd'hui, ou comme la dernière vidéo que j'ai faite, ou que ce soit des petits vidéos de 10-15 minutes pour récapituler un sujet ou juste faire quelque chose de plus rapide qui est facilement écoutable. Euh, c'est ça, dans le fond, je vais travailler sur, sur le breakdown de comment je vais tout faire ça, mais le but est de créer beaucoup plus de contenu en français, mais du contenu quand même relativement simple, puisque je fais juste parler ou présenter un sujet en tant que tel. Donc, c'est ça, c'est pas mal l'introduction. Comme je disais, aujourd'hui, dans le fond, on va parler des joueurs qui vont être disponibles pour le Canadien et qui on devrait sélectionner avec les deux choix de première ronde, évidemment, si on les garde, mais aussi avec les deux choix de deuxième ronde. On ne va pas s'aventurer plus loin que ça parce que même s'il y a des joueurs plus loin dans le draft, en troisième, quatrième, cinquième ronde, qui, selon moi, ont quand même un certain potentiel, les chances que je parle de joueurs en troisième ronde puis que c'est le Canadien de Montréal choisisse ce joueur-là sont quand même relativement faibles. Donc, je pense que ça sert absolument à rien. Donc, on va énumérer plusieurs choix en première ronde, plusieurs choix en deuxième ronde, puis on va voir si ça fait du sens. On est capable de construire quelque chose qui fait du sens. Donc, on va commencer avec les choix de première ronde. Et évidemment, ici, si on regarde la page, là, les Canadiens choisissent 16e rang. Donc, on sait qu'en partant, les joueurs comme Matthew Schaefer, Michael Misa, James Higgins, Porter Martone, Anton Frondel, Roger McQueen, Victor Eklund, Caleb Desnoyers, Jake O'Brien, Ryder Murka, c'est tous des joueurs qui sont pas mal sûrs d'être partis. Mais on peut rajouter, dans le fond, Jackson Smith là-dedans aussi, qui est probablement sûr d'être parti. C'est sûr que le U18 ne l'a pas aidé. Il n'a pas été excellent au U18, donc peut-être qu'il va reculer un peu. Mais si Jackson Smith tombe au 16e rang, tu le choisis et tu passes au prochain. C'est pas plus compliqué que ça. Mais un peu la même chose pour Ryder Murka. Autant que je ne suis pas son plus grand fan en tant que tel, je reconnais le potentiel. Si Ryder Murka est disponible au 16e rang, parce que pour une raison ou une autre, les autres équipes ne l'ont pas aimé, tu l'as choisi, puis tu passes au prochain tour. C'est pas plus compliqué que ça. C'est des joueurs qui devraient être choisis avant le 16e rang. Donc, s'ils sont disponibles, tu les prends, puis on n'en parle plus. Un peu la même chose avec Roger McQueen. S'il tombe, mettons, après les conversations avec les médecins et toutes ces affaires-là, puis ils se rendent compte que finalement la blessure est peut-être un petit peu plus grave que ce qu'ils pensaient. Ils savent pas, ils sont pas sûrs à 100% si ça va revenir ou peu importe. Ben, peut-être que Roger McQueen, rendu là, si tu as deux choix back-à-back, peut-être qu'il était aussi bien de prendre une chance avec Roger McQueen, puis tu utilises ton autre choix pour avoir un choix un peu plus safe. Mais tu sais, les chances qui se rendent au numéro 16 sont extrêmement faibles. Des joueurs de ce style-là, des joueurs de ce gabarit-là qui sont capables de jouer au hockey puis d'avoir de l'offense, il n'y en a vraiment pas une tonne. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est simple. Si ces trois-là, ils tombent, que ce soit Radim Murka, Jackson Smith, Roger McQueen, on le prend, puis ça finit là. Mais la vidéo n'est pas là-dessus aujourd'hui. La vidéo est beaucoup plus sur des joueurs qui ont beaucoup plus de chances d'être là. Et on va commencer avec le premier joueur qui, selon moi, a une bonne chance d'être là. C'est Justin Carbonneau. Puis je dis il y a une bonne chance. Je sais pas s'il y a vraiment tant une bonne chance que ça. Parce qu'en termes d'outils physiques, Justin Carbonneau est probablement dans le top 10, top 8, top 7 du repêchage. On s'entend, on parle d'un joueur de 6 pieds 1, 190 livres, quelque chose comme ça, qui a énormément de talent. Il a des très bonnes mains, très bon patineur, un excellent tir, capable de trouver de l'espace sur la glace, c'est facile pour lui. Oui, il y a des habitudes un peu junior où il va falloir comme euh, améliorer ça.
Mais je pense que l'année prochaine, il s'en va dans la NCAA, donc il va avoir plus de temps au gym, moins de temps sur la glace, il va avoir des meilleurs coéquipiers. Ça va être, je pense que justement, c'est un environnement beaucoup plus. euh, généralement avec des meilleurs coachs, beaucoup plus structurés, si on veut. Donc, je pense qu'il va apprendre justement à utiliser ses coéquipiers un petit peu plus. Euh, Ouais, fait que c'est ça. Fait que je pense que Justin Carbonneau, ça serait un excellent choix au 16e rang parce que c'est, en termes de potentiel, il n'y a vraiment pas d'autres joueurs qui peuvent être disponibles qui ont le même type de potentiel. Justin Carbonneau, c'est un joueur qui pourrait finir à être un ailier de première ligne. C'est pas quelque chose qui est impossible. T'sais, si on parle, admettons, de Braden Coots, admettons, c'est différent. Braden Coots a plus de certitude de jouer sur une troisième ligne, peut-être une deuxième ligne, mais il n'y a pas le potentiel de jouer sur une première ligne. Il n'y a jamais rien qui est impossible. Peut-être que l'année prochaine, il explose, puis tout à coup, on a manqué notre coup. Mais les chances sont très faibles. Tandis que Justin Carbonneau, il y a quand même un certain pourcentage, il y a quand même une certaine chance que ce soit un joueur comme ça. Il y a des très bonnes chances que ce soit un joueur top 6 à cause de tous les éléments, tous les attributs dans son jeu. Mais il y a aussi une chance qu'il joue encore plus haut, qu'il soit un joueur de première ligne. Peut-être une un B ou un A, là, ça reste à voir. C'est sûr que si tu as déjà une première ligne comme nous à Montréal, on a déjà Caulfield avec Slavkovski puis avec Nick Suzuki au centre. Donc, on a-tu besoin d'un autre ailier sur la première ligne? Pas nécessairement. Fait que dans ce cas-là, ce serait un allié de deuxième ligne. Sauf que, dans le fond, il y a le potentiel d'être un allié 1B, admettons. Fait que, généralement, au numéro 16, tu n'as pas vraiment de chance d'avoir des joueurs comme ça. Donc, ça serait vraiment bon pour le Canadien de Montréal. Un autre, dans le fond, que je pense qu'il y a des chances de peut-être se rendre jusque-là, c'est Carter Bear. Carter Bear, c'est un joueur qui a joué 56 parties, qui s'est fait couper le tendon d'Achille par un patin. Mais dans ces 56 parties-là, il a fait 40 buts, 42 assists pour 82 points. Donc, une excellente production dans une ligue qui est très physique. Et lui, en tant que tel, est probablement le joueur le plus, comment on pourrait dire, le plus intense du repêchage. C'est pas nécessairement le plus physique parce que c'est sûr que si on compare avec Brady Martin est beaucoup plus physique, il est comme plus fort, il est juste meilleur pour frapper. Mais Carter Bear a la même intensité, même probablement plus. Et il y a aussi plus de talent naturel. Selon moi, il y a des meilleures mains. C'est un meilleur playmaker. C'est un gars qui est vraiment, vraiment bon pour amener la rondelle au filet. S'il ramasse la rondelle le long de la rampe, il va toujours la ramener vers l'intérieur. Je me souviens plus des stats exactement, mais j'ai vérifié là, comme 2-3 semaines sur une stat. Puis la grande majorité de ses tirs, de ses buts sont vraiment dans l'enclave, proche du filet. Donc, c'est quelque chose qui se transmet facilement à la Ligue nationale, puis c'est vraiment le type de joueur. Un joueur qui est extrêmement combatif, compétitif, qui est très intense, mais qui a aussi du talent. C'est des joueurs qui sont faciles à projeter. Tu dis, dans le pire des cas, il va jouer sur une troisième ligne, mais il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'il joue aussi dans un top 6, puis c'est un joueur différent dans un top 6. C'est pas c'est beaucoup plus proche, admettons, mettons, un Slavkovski avec un peu plus d'intensité, parce que Slavkovski est quand même pas si intense que ça, puis il est beaucoup plus gros. Mais il est beaucoup plus dans un Slavkovski qu'il est, admettons, dans le tiers de, mettons, Ivan Demidov, dans le sens que c'est pas un joueur de talent pur, c'est un gars qui a du talent, mais qui est aussi extrêmement intense. Donc, ça serait un choix excellent aussi pour le Canadien de Montréal. Et aussi, je pense, comme le dernier choix, je pense qu'il y a beaucoup euh, quand je parle de upside, que le plafond est très haut, c'est un joueur comme Lyndon Lakovic, qui vient lui aussi de la WHL, qui a joué 47 parties, 27 buts, 58 points. Un joueur de gabarit différent comparativement aux deux autres. On parlait de Carbonneau, c'est un gars de 6 pieds 1. Bear, c'est un joueur de 6 pieds, si je ne me trompe pas. Puis Lakovic, c'est un joueur de 6 pieds 4. C'est un joueur de 6 pieds 4 qui patine extrêmement bien. Il n'est pas nécessairement la meilleure des explosions en ce moment. C'est quelque chose à travailler, mais il a une très bonne vitesse de pointe, qui est très bon en transition avec la rondelle. Il a d'excellentes mains. Il a un tir proche de élite. Je ne dirais pas qu'il y a vraiment un tir élite, mais il y a un tir proche de élite. Puis il y a le gabarit qui va avec. Est-ce qu'il utilise son gabarit tout le temps? Est-ce qu'il est toujours entour du filet ou en train de couper vers le milieu de la glace en utilisant son corps pour shielder la rondelle? Non, c'est pas encore là dans son jeu. C'est plus constant que c'était au début de l'année, sauf que c'est pas quelque chose qui est constant, shift après shift, match après match. Donc,
il y a du travail à faire de ce côté-là, mais n'importe quel joueur qu'on va prendre au numéro 16, c'est un joueur qui va avoir du travail à faire. Tu n'auras pas un Caleb Desnoyers, tu n'auras pas un Porter Martin, un Michael Misa. Fait que ça va être des joueurs qu'il va falloir que tu développes, que tu travailles sur les faiblesses. Puis ils en ont toutes, dans le fond. Fait que, mais tu sais, si la base, c'est un joueur de 6 pieds 4 qui patine bien, avec un excellent tir, des excellentes mains, je veux dire, c'est quand même une très bonne base avec laquelle travailler. Donc, je pense que Lyndon Lakovic, ça ferait une tonne de sens pour le Canadien de Montréal. C'est vraiment les 3 joueurs que j'ai identifiés qui, selon moi, ont le plus de upside qui pourraient être disponibles dans avec le choix numéro 16. C'est sûr qu'il va y avoir des joueurs, mettons, comme Cole Reshney ou des joueurs comme Colin Potter ou Ben Kindle. C'est tous des joueurs qui, assurément, vont être disponibles au numéro 16 à moins d'une surprise. Mais est-ce que le Canadien veut s'avancer à prendre un autre joueur de sens ou un autre joueur de centre ou un autre ailier dans le gabarit de 5 pieds 10? Si oui, mettons Cole Reshney, c'est un joueur quand même de 5 pieds 10, 187 livres, si je ne me trompe pas, qui est quand même pas mauvais. Il est dans le moule Suzuki, là, parce qu'il est plus petit, mais rapu, si on veut. Ben, les autres non. Dans le fond, Kindle et Colin Potter, un peu moins. Mais est-ce que tu veux un autre joueur qui peut se faire tasser facilement dans les séries? On a déjà, mettons, comme troisième centre ou troisième ailier, on n'est pas trop sûr encore, mettons un Alex Newhook. Joueur complètement différent. Alex Newhook, c'est plus un finisher qu'un playmaker. C'est un gars qui a un bien meilleur patin. Là. Quand je dis bien meilleur patin, on parle de vraiment là, comme 8 levels au-dessus de Cole Reshney. Mais Cole Reshney est de loin un meilleur fabricant de jeu. C'est même pas proche, dans le fond. L'intelligence hockey de Cole Reshney est 10 fois supérieure à celle de Alex Newhook, du moins au même âge, de la façon que ça a l'air. Mais je suis pas sûr que les Canadiens devraient s'avancer. Puis choisir un autre joueur de 5 pieds 10, relativement léger, facile à jouer contre, qui n'est pas nécessairement physique, avec des choix de 16 puis 17. Fait que je pense c'est des joueurs comme à prendre un peu plus tard s'ils glissent. Puis on va revenir là-dessus. Mais c'est 3 joueurs que j'aime beaucoup. Même chose un peu pour Cameron Reed. Dans le fond, c'est un autre défenseur de 5 pieds 11 et demi, presque 6 pieds. Dynamique avec la rondelle, un très bon coup de patin, très compétitif, très bon avec la rondelle, il crée de l'offense, à la ligne bleue, il bouge bien, il ouvre ses lignes de passe, ses lignes de tir. Juste un excellent joueur offensif qui défend bien aussi, mais qui défend sans être physique, qui défend avec sa tête, c'est son positionnement. Mais tu sais, quand tu as déjà Carrier dans l'équipe, quand tu as déjà Lane Hudson dans l'équipe, parce que tu veux en rajouter un autre par-dessus ça, tu sais, je sais pas. À un moment donné, il faut que tu choisisses des joueurs pour fabriquer une équipe. Tu peux pas avoir juste des joueurs qui sont tous pareils un peu à la Buffalo. Il faut que tu choisisses des joueurs qui, pour construire une équipe complète, une équipe qui peut jouer dans tous les types de situations. Si ça devient physique, il faut que l'équipe soit capable de jouer physique. Si ça devient rapide, il faut que l'équipe soit capable de jouer rapide. Dans le fond, juste une équipe qui peut setter son tempo, qui peut setter son type de jeu, ça prend des joueurs de toutes les sortes. Fait que si tu autant que j'aime Cameron Reed, autant que je me dis c'est probablement pas le meilleur type de joueur à choisir avec nos choix 16 et 17. Donc, on le laisse de côté. Parce que dans le fond, tu sais, les Canadiens de Montréal, comme je disais, à gauche, ils ont, dans les joueurs du futur, si on veut, ils ont Lane Hudson, ils ont Caden Gooley. Qui sont des joueurs qui risquent d'être avec le Canadien pour longtemps puis qui ont une place dans le top 4. Sinon, après ça, on parle de Jacky puis de Engstrom, de qui d'autre? Le Struble. C'est tous des joueurs, dans le fond, qui peuvent jouer à gauche, qui ont probablement un upside de 3e paire. Ça, c'est si Matheson ne re-signe pas. Je serais quand même surpris qu'il re-signe, mais si ça arrive, on a notre joueur là. Fait côté gauche, on n'a pas nécessairement de besoin. Puis si on a de besoin, je pense que ce serait plus un joueur à la Caden Gooley. Un joueur que vraiment, qui est physique, qui peut amener une dimension différente. On a déjà Lane Hudson pour bouger la rondelle. En ce moment, on a déjà Matheson aussi pour bouger la rondelle. On n'a pas besoin d'un autre qui fait la même chose. Tu as besoin d'un joueur qui peut bouger la rondelle. Tu ne veux pas un Carter Amico, un type de joueur qui peut juste défendre dans sa zone, mais que le jeu reste toujours dans sa zone parce qu'il est incapable de sortir la rondelle de sa zone. Il est incapable de faire des jeux en transition ou à la ligne bleue offensive. Fait que ça t'en veux pas. En tout cas, moi, personnellement, j'en veux pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que oui, tu veux des joueurs qui sont capables de bouger la rondelle, mais je pense que peut-être amener un joueur comme mettons, un Cation Aitchison
avec un choix numéro 16 ou un choix numéro 17, ça pourrait aider, dans le fond, dans le futur. Tu te ramasserais avec un Goulet et un Aitchison à la gauche, puis tu as, dans le fond, Lane Hudson qui s'occupe de faire de l'offense. Puis, tu sais, c'est tous des joueurs qui peuvent bouger la rondelle en transition, qui sont capables de sortir la rondelle de la zone défensive. Pas nécessairement des joueurs qui vont amener une tonne sur le jeu offensif, mais deux joueurs qui sont capables de bouger la rondelle et qui sont capables de maintenir le jeu en zone offensive. Donc, ça serait un autre choix. T'sais, dans le fond, si on parle de Justin Carbonneau, Carter Bear, Lyndon Lakovic, je pense que c'est des joueurs qu'on a plus de besoin. C'est des joueurs qui représentent quelque chose qu'on n'a pas vraiment dans notre aliment. T'sais, des joueurs de 6 pieds 4 comme Lyndon Lakovic, on n'en a pas. Qui patinent de même, qui ont ce talent-là, on n'en a juste pas. T'sais, on aurait peut-être Kirby Dack, mais Kirby Dack, on ne sait jamais ce qui va se passer avec. Carter Bear, on n'a juste pas de joueurs comme ça. T'sais, on a Gallagher, dans le fond, qui est une version plus petite. Mais à la base, je pense que Carter Bear, c'est assez safe de dire que c'est un meilleur fabricant de jeu que Gallagher a jamais été. T'sais, Gallagher, il fait ses buts proches du filet, c'est correct. Il a eu une très belle carrière, mais je pense que Carter Bear, quand même, voulait avoir une meilleure carrière que Gallagher, à mon avis. Puis sinon, Justin Carbonneau, qui lui peut être un joueur top 6, première ligne, et ainsi de suite. Fait que Cation Aitchison, il rentre un peu dans ce créneau-là. C'est un joueur qui, selon moi, va être un joueur de top 4, un joueur probablement un défenseur numéro 3, numéro 4. Je pense pas que c'est un joueur de troisième paire en tant que tel. Il y a plus il y a plus de punch que ça. Et à l'offense, et à la défense, et physiquement. Dans le fond, si on regarde ses stats ici, Cation Aitchison, c'est un joueur qui a quand même 59 points, 26 buts en 64 matchs. On s'entend, 26 buts, c'est énorme dans la Ligue de l'Ontario pour un défenseur. C'est sûr, c'est un des joueurs les plus vieux. C'est un joueur de septembre, si je ne me trompe pas. On va aller voir le juste ici. Ça, septembre 21. Tu sais, le cut-off, c'est le 15 septembre. Il est littéralement comme né 6 jours après la date, dans le fond. Fait que, c'est sûr, c'est un des joueurs les plus vieux de tout le repêchage, mais il est extrêmement physique au point qu'il sort du jeu un peu trop des fois. Fait que c'est quelque chose à corriger. Il n'y a pas juste du bon qui est Cation, mais c'est un joueur qui est capable de justement créer de l'offense, mais aussi extrêmement physique. Il amène une dimension différente qu'on n'a pas nécessairement. Ou du moins, qu'on n'a pas. Tu sais, on a Jackal qui est physique, on a Strubo qui est physique une game sur deux, mais c'est pas des joueurs qui sont capables d'amener le même type de jeu offensivement. Donc, tu sais, c'est comme si tu combines un peu Goulet puis Jackal, dans le fond. C'est un peu ça. Fait que je pense que c'est un joueur qui ferait du sens aussi. Sinon, si on veut aller à gauche, à droite, je veux dire, on a aussi des joueurs comme Logan Hensler, parce que ce qui arrive avec le Canadien de Montréal, c'est que en ce moment, à droite, ben là, il y a Savard qui prend sa retraite, mais on a Carrier. C'est pas mal ça. Fait que là, on a Ryan Biker qui s'en vient, mais Ryan Biker, c'est un joueur quand même un peu. C'est un joueur un peu vanné dans le sens que c'est pas le plus physique, c'est pas le meilleur offensivement. Il est très, très bon défensivement, par contre. C'est pas le plus gros, mais il est quand même gros. C'est pas le meilleur patineur, mais il patine quand même bien. Il y a plein d'éléments où il est comme dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne, mais il n'y a vraiment pas une tonne d'éléments où il est vraiment au-dessus de la moyenne ou qu'il est high-end. Peut-être qu'on pourrait dire que sa défense est probablement son meilleur atout, ce qui est une bonne chose parce qu'on a besoin de défenseurs qui peuvent défendre puis qui ont un certain gabarit. Donc, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur. Là. c'est pas ça que je dis du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui est quand même limité en termes d'upside ou en termes de potentiel. S'il se ramasse à jouer sur une première ligne, c'est pas parce que lui, c'est un joueur de première paire. C'est parce qu'on a besoin de lui pour être mis à côté de Lane Hudson. Puis Lane Hudson va faire la majorité du travail. Pendant que, dans le fond, Ryan Biker va couvrir un peu les arrières puis va s'assurer que si la transition à breakdown, ben, il y a quelqu'un qui est en arrière pour justement couvrir la contre-attaque. Donc, il est très, très bon dans ce qu'il fait, mais c'est pas un joueur qui va faire 50 points en plus de défendre à un niveau exceptionnel. C'est ça. Donc, je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Puis sinon, à droite, aussi, on a aussi Logan Mailloux, qui lui, on ne sait même pas si. Il va jouer dans les nationales. Je suis pas mal sûr qu'il va jouer parce qu'à un moment donné, c'est un joueur qui a trop d'aptitude avec son patin, son lancer frappé, il est physique, mais il n'est pas toujours physique. C'est pas toujours.
Sa physicalité n'est pas toujours constante, donc c'est quelque chose à travailler aussi. C'est quelqu'un qui a manqué beaucoup de hockey, donc même s'il est un petit peu plus vieux puis il est encore dans la AHL, des fois on se demande il va jouer dans la Ligue nationale. Je pense que c'est juste un joueur qui a besoin d'encore plus d'expérience, mais selon moi, c'est un joueur de la Ligue nationale. Probablement un joueur de troisième paire à cause qu'il est un petit peu plus risqué. Même chose avec Adam Engstrom, c'est que je parlais tantôt, c'est un joueur qui est un petit peu plus risqué. Là. Il a passé la moitié de la saison à faire turnover après turnover après turnover. Ça s'est calmé beaucoup en deuxième moitié. Il a comme un peu simplifié son jeu. Logan Mailloux, c'est un peu ça. Des fois, il faut qu'il apprenne un peu à simplifier son jeu parce que c'est pas nécessairement toujours le jeu défensif. Le problème, des fois, c'est un peu la relance où ce qu'il va essayer de faire des jeux un petit peu plus risqués ou trop risqués quand il pourrait juste sortir la rondelle, soit par la rampe, soit par un joueur qui est en support proche, ou juste sinon relancer la rondelle à son coéquipier, on lui set en arrière du filet, puis on repart la relance. Fait que, tu sais, c'est juste une question des fois de le calmer un petit peu dans ses relances, parce que défensivement en tant que tel, il y a eu du progrès cette année, on peut pas se cacher. Là. Fait que je pense que c'est un joueur de Ligue nationale, mais probablement plus un joueur de troisième paire. Puis Ryan Backer, c'est un joueur qui, idéalement, c'est un joueur, dans le fond, de deuxième paire. C'est pas un joueur de première paire, à moins que tu veux qu'il couvre pour les erreurs de Lane Hudson. Mais là, tu te ramasses avec. T'as rien pour ton numéro 4 ou ton numéro 3 du côté droite, à part Carrier. Si on re-signe Carrier, c'est un gars qui, je pense, Carrier, il a comme 28 ans actuellement, donc on parle d'un joueur qu'on pourrait re-signer à la fin de l'année prochaine, puis avoir une couple d'années de plus de lui, mais on parle d'un autre joueur de 5 pieds 11 quand on a déjà Lane Hudson qui est à comme 5 pieds 3. Quelque chose comme ça, qui est facile à tasser, même si, autant dynamique qu'il est, autant intelligent et compétitif qu'il est, ça reste que c'est un joueur facile à tasser. C'est à la Cole Caulfield quand il est en fond de territoire, même s'il est plus compétitif que la majorité des autres joueurs autour de lui, puis qui fait tout pour essayer de gagner la rondelle. Ben, des fois, tu regardes le défenseur de 6 pieds 3, 6 pieds 4, il fait juste le tasser avec un bras, puis il prend la rondelle, puis il s'en va avec. Donc, tu sais, malheureusement, c'est ça. Ça aurait été fun si Lane Hudson était 6 pieds 1, 6 pieds 2, mais c'est pas le cas. Donc, il ne faut pas en avoir trop de ce style-là. Tout ça pour dire, dans le fond, qu'en défense, on n'a pas une tonne de besoins à gauche. On a plus de besoins à droite. Puis le besoin à droite serait probablement, tu sais, idéalement, ça serait un défenseur de première paire, mais on n'en trouvera pas au numéro 16. Mais on peut trouver des joueurs, dans le fond, qui se projettent top 4, comme Logan Hensler, qui, à mon avis, dans le fond, tu sais, Logan Hensler, c'est un peu un linebacker, c'est un autre joueur vanille, qui n'est pas très agressif défensivement, qui n'est pas très agressif offensivement. Il fait tout relativement bien. Il a simplifié son jeu énormément aussi cette année. En début d'année, c'était très compliqué. Il a simplifié son jeu, fait qu'il fait des relances courtes, des relances qui sont, comment je pourrais dire, hein? Qui vont marcher dans la Ligue nationale, mais qui ne vont pas nécessairement toujours créer des avantages. C'est pas quelqu'un qui va séparer la défense avec une grosse passe en plein milieu de la glace. Sauf qu'il y a quand même un très bon atout qui est bien au-dessus de la moyenne, et c'est son patin. Puis c'est pas juste la vitesse de son patin, c'est aussi comment il est capable de faker avec son patin. Quand il part en transition avec la rondelle, quand il part de sa zone puis qu'il s'en va en zone neutre avec la rondelle et son patin, il est très bon pour faire semblant de il se dirige vers la droite, mais il pique à gauche vers le milieu. Ou sinon, de faire semblant qu'il va le patiner, mais il va faire une passe. Il est bon pour créer des petits fakes qui fait croire, dans le fond, au forechecker ou à la pression que telle chose va arriver, mais il fait quelque chose d'autre avec. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très. Qui se transmet bien au niveau de la Ligue nationale. Puis son patin, il est juste excellent. Puis sinon, c'est aussi un gars de 6 pieds 2. Il n'y a pas une tonne de points, mais on parle d'un joueur là, qui est quand même 12 points en 32 matchs au niveau de la NCAA. Fait que c'est sûr, tu transposes ça dans la OHL ou la WHL, puis on parle d'un joueur qui aurait probablement fait comme 45 points ou je sais pas, quelque chose comme ça en 60 quelques matchs. Donc, c'est pas une grosse production, mais c'est quand même une production qui est respectable. Puis il y a quand même, tu sais, il y a de l'espace pour l'amélioration avec Logan Hensler. Quand tu regardes son jeu, comme je dis, il a été très simplifié. Il y a de l'espace pour ouvrir son jeu un petit peu, utiliser son patin un peu plus, être capable de faire des passes un petit peu plus longues, un petit peu plus directes, ouvrir le jeu. Il y a de l'espace pour ça parce que c'est quelqu'un qui démontrait qu'il était capable de le faire l'année passée. Cette année, ça a moins bien fonctionné, mais c'était sa première année à jouer contre du monde de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Fait que ça peut être des fois un peu compliqué. Si on prend un autre joueur comme Sacha Boumedienne, c'est la même chose. Il s'amène en Amérique du Nord, il joue dans la NCAA, puis ça n'a pas été facile. Même si on regarde les points, 13 points en 40 matchs, c'est pas nécessairement mauvais.
Ça n'a pas été facile. Mais on prend le même joueur puis on le transpose dans le U18. Tu vois qu'il a pris un step parce que ça a été difficile contre des joueurs de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Mais quand il est arrivé au U18, c'est genre le meilleur défenseur de tout le tournoi. Donc, fait que c'est ça. Bon Dieu, mes lunettes n'arrêtent pas de glisser, je suis tanné. Mais bon, on continue. Fait que, dans le fond, pour la première ronde, je pense que les choix finaux sur lesquels on devrait se concentrer, c'est en premier lieu des attaquants comme Justin Carbonneau, Carter Bear, Lyndon Lakovic, parce que c'est des joueurs qui ont soit un potentiel plus élevé que la majorité des joueurs qu'on peut choisir au numéro 16, ou des joueurs qui amènent quelque chose qu'on a juste tout simplement pas dans notre top 6, dans le fond. Si on veut avoir des joueurs un peu plus gros, on peut prendre Lyndon Lakovic. Si on veut avoir des joueurs plus intenses, on peut prendre Carter Bear. Si on veut des joueurs avec le plus haut potentiel possible, on peut prendre Justin Carbonneau. Donc, il y a un peu de tout. C'est pas assuré que ces joueurs-là vont être disponibles. C'est un peu ça le problème, c'est qu'au numéro 16, numéro 17, ça se peut très bien qu'il n'y ait aucun de ces joueurs-là qui est disponible. Parce que si on regarde, là, mettons, comme ça ici, là, si on prend, mettons, ça ici, numéro 16, OK. Ici, ça dit numéro 16, Justin Carbonneau. Donc, ça se peut qu'on aille comme un des deux ou un des trois joueurs en tant que tel. Mais ça se peut aussi que, mettons, comme il y a une équipe en avant de nous qui prenne Logan Hensler parce que c'est un joueur, justement, qui tire la droite, qui patine très bien, qui a un profil LNH. Donc, ça se peut qu'il y ait une équipe qui prenne ce joueur-là. Puis là, ça fait en sorte qu'on va avoir le choix avec un des autres joueurs en avant, que ce soit un Carter Bear, que ce soit un Jackson Smith ou quelque chose comme ça, qui descend lui aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous les joueurs que j'ai nommés, mais il devrait en avoir un au moins qui va être disponible. C'est bon, ça? C'est bon. Fait que dans le fond, pour récapituler pour la première ronde, Justin Carbonneau, Carter Bear, Lyndon Lakovic, selon moi, ce seraient les trois premiers joueurs sur lesquels j'essaierais de mettre la main. Et ça, peut-être, j'hésite toujours si je devrais mettre Keishan Hutchison là-dedans. J'aime beaucoup Keishan Hutchison. J'adore son jeu, j'adore sa physicalité. Mais je ne sais pas s'il est au même niveau que ces trois joueurs-là. Donc, si les trois joueurs sont disponibles, je suis pas mal sûr que je vais finir avec deux attaquants. C'est pas moi qui décide, évidemment, là, mais moi, je finirais probablement avec deux attaquants. Mais s'ils ne sont pas disponibles ou s'il y en a juste un disponible, ben oui, on pourrait prendre un Keishan Hutchison ou un Logan Hensler ou même un Braden Coots. C'est sûr que Braden Coots, selon moi, c'est un choix qui est sûr. C'est un choix un peu à la Owen Beck, si on veut. Est-ce qu'il y a plus de talent que Owen Beck, plus de talent naturel? Oui. Est-ce qu'il y a plus de potentiel? Je pense que oui aussi, mais c'est pas comme si on parle de Owen Beck, c'est un joueur de quatrième ligne, puis Cameron Reed, c'est un joueur. Cameron Reed. Braden Coots, c'est un joueur de deuxième ligne. Ça reste relativement similaire, dans le fond. C'est un joueur qui a un bon talent, un bon patin, il a des bonnes mains, il a un bon tir, il a une bonne vision. Il fait tout de bien. C'est un joueur qui se replie bien, qui joue bien en défensive. Mais c'est un joueur qui risque de jouer sur une troisième ligne, puis peut-être qu'il peut monter sur une deuxième ligne, mais en général, je dirais que son plafond est probablement pas deuxième ligne. C'est fort probablement plus un joueur de troisième ligne qu'un joueur de deuxième ligne, mais ça reste que c'est pas impossible. Donc, est-ce que ça serait mon premier choix? Non. Mais s'il reste, admettons que les trois attaquants, Justin Carbonneau, Carter Bear, Lyndon Lakovic sont partis, puis que là, il reste Keishan Hutchison, Logan Hensler et Braden Coots, ben là, j'y pense. Est-ce que je prends, mettons, Braden Coots puis Keishan Hutchison? Peut-être. Est-ce que là, je me replie sur un joueur plus petit comme un Cole Reshney, puis je prends aussi, mettons, un Logan Hensler pour avoir un autre joueur à la droite? Peut-être. Mais c'est toutes des. C'est toutes des options, mais c'est des options, je pense, un petit peu moins attirantes. Donc, si on peut dire ça de même. OK? Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la première ronde. Puis si on passe en deuxième ronde, là, je pense que il y a différentes façons d'y aller. Est-ce qu'on veut choisir des joueurs qui vont remplir un trou? Est-ce qu'on veut des joueurs, mettons, qui sont gros pour jouer dans le middle six? Est-ce qu'on veut des joueurs, des défenseurs numéro à droite? Est-ce qu'on veut aller chercher des joueurs qui ont le plus haut upside possible? T'sais, en fond, ouais, c'est pas mal ça tes trois choix, puis ça dépend un peu de ce qui va savoir passer en première ronde. Mais si on regarde ça, dans le fond, si, mettons, on veut des joueurs qui ont un bon potentiel offensif, mais qui sont aussi des gros joueurs. On pourrait prendre, mettons,
comme quelqu'un comme Vaclav Nestrasil ou quelqu'un comme Mason West qui vient d'annoncer qu'il va jouer dans la Ligue nationale et non au football. Ben, faut qu'il se rende dans la Ligue nationale en premier lieu, là, mais je veux dire, il va jouer au hockey et non au football. Donc, on parle d'un gars de 6 pieds 6, mais qui a un bon coup de patin, qui est physique, qui a des bonnes mains, qui a un bon tir. Donc, tu sais, il y a un certain potentiel. Je pense que, tiens, dans les gros joueurs en tant que tels, si on veut les joueurs qui ont du potentiel, je pense que Vaclav Nestrasil puis Mason West, c'est pas mal. C'est dur à dire, hein, parce que c'est dur d'évaluer le potentiel d'un joueur. Tu sais, Vaclav Nestrasil, il pourrait être un joueur de top 6, mais il y a énormément de chemin pour se rendre là. Tandis que si on prend un joueur, mettons, comme Ethan Zata, qui est un autre joueur un peu plus gros, qui est extrêmement physique, qui patine bien, son potentiel n'est pas un potentiel de top 6, selon moi. Les chances qu'il se rende au top 6 sont quand même minces. Même s'il travaille fort, même s'il se développe bien, les chances, c'est que ça va être un joueur de bottom 6. Je pense Nestrasil, Mason West, des joueurs comme Shane Venzaghi aussi, qui est un joueur juste extrêmement physique, qui a un bon tir, qui fait des bonnes lectures de jeu. Il est un peu plus lent. Fait que, des fois, j'aurais de la misère. Des fois, je me dis que c'est probablement pas idéal de choisir ce joueur-là parce que c'est un joueur qui risque dans la Ligue nationale d'être toujours en arrière du jeu. Parce que le patin, même s'il s'est amélioré durant l'année, il est quand même en dessous du niveau de la Ligue nationale d'une façon assez significative. Donc, tu sais, oui, j'aime sa physicalité, oui, j'aime son tir, oui, j'aime le chaos qu'il va créer quand il s'amène dans le milieu de la glace, mais le patin reste quand même une grosse barrière pour son jeu au niveau de la Ligue nationale. Parce que comme dit, c'est un joueur qui va toujours être en arrière du jeu parce qu'il ne sera pas capable de suivre, à moins qu'il ait un bon step dans son patin. Sinon, on a aussi des joueurs comme Will Harkoff, qui a très bien fait dans le U18, qui a été joué dans la Ligue nationale, dans la NCAA. Cette année, dans le fond, si on va voir, on va le trouver ici. Will Harkoff. Où se trouves-tu? Benzaghi est ici, 35e. Will Harkoff, dans le fond, sur la liste des choix consolidés de Elite Prospect, il serait au choix 42e. Donc, on pourrait le prendre. Mais il a fait 14 points en 28 matchs. Mais ça, c'est ses stats de USNTDP, mais il a joué dans la NCAA la deuxième moitié de saison. Il a fait 10 points en 18 matchs à Michigan. La majorité de son temps, il était passé en avant du filet. C'est vraiment un gars qui est utilisé là, pour faire des rebounds ou faire des déflexions en avant du filet. C'est un gars qui est là pour justement comme cacher la vue au gardien. C'était pas le gars qui a le plus de talent, mais il a des bonnes mains, il est capable de gagner ses batailles le long de la rampe, il est capable de ramener la rondelle vers l'intérieur, puis de juste redistribuer, puis d'aller se placer en avant du filet pour créer un petit peu de chaos dans la zone offensive, créer dans le fond pour cacher la vue au gardien. Donc, c'est pas le joueur qui a le plus haut potentiel, mais c'est un joueur qui, selon moi, va jouer dans la Ligue nationale. Puis qui a quand même un certain potentiel, mettons, comme de troisième ligne, puis peut-être sur un deuxième power play ou quelque chose comme ça pour justement cacher la vue du gardien. Sinon, si c'est pas un Will Harkoff, ça se peut qu'un William Moore ne passe pas parce que c'est un joueur qui, même si on s'attendait à plus que qu'est-ce qu'il a fait cette année, il n'a pas nécessairement produit au niveau que le monde s'attendait. Mais ça reste un joueur de 6 pieds 2, ça reste un centre, ça reste un joueur qui fait tout bien, mais qui fait rien exceptionnel. Mais plus que la saison a avancé, malgré son poids de comme 170 livres, quelque chose comme ça, il a développé une certaine hargne, un certain power dans son jeu, où ce qu'il va aller finir au filet, où ce qu'il va aller frapper les joueurs. Dans le fond, c'est une dimension qu'il n'y avait pas nécessairement dans son jeu avant, puis que maintenant il y a, puis qui se rajoute par-dessus le fait qu'il y a des bonnes mains, il y a un bon tir, il y a une bonne vision, il y a un bon patin, il y a un bon gabarit, c'est un joueur de centre. Il y a un peu de tout. Puis je pense que William Moore, c'est le type de joueur que s'il n'avait pas été dans le développement américain cette année, ça aurait probablement mieux été. Juste que le développement américain cette année, c'est juste horrible. C'est vraiment terrible. Puis William Moore, selon moi, c'était le meilleur joueur du développement américain cette année. Mais il y a des chances qu'il descende jusque-là. Selon moi, à mon avis, c'est un joueur de première ronde. Mais j'ai vu plusieurs rankings qui l'ont en dehors de la première ronde. Puis si on clique sur son nom ici, on va aller voir, là. Recruit Scouting qui l'ont à 49. Sinon, 55 FC Hockey. 41 McKeans.
Craig Button qui l'a à 33, McKenzie à 35, Elite Prospect à 35. C'est un joueur qui se tient comme en début en début de deuxième ronde. Puis souvent, en début de deuxième ronde, c'est rare que tous les joueurs qu'on pensait qui étaient des peut-être de première ronde, c'est eux qui sortent en premier. Des fois, tu vas en avoir comme l'année passée, comme le choix 33, c'était Igor Chernyshov, qui est la majorité du monde voyait en première ronde. Il n'est pas sorti en première ronde, il est sorti au premier choix en deuxième ronde. Mais tu sais, si on ouvre une autre page, admettons, là, de Elite Prospect ici, Elite Prospect. On s'en va dans Draft Center. On s'en va dans le draft 2024. On va aller voir dans le fond, être sûr que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Okay? C'est ça. Fait que là, on voit Igor Chernyshov, ça a été le premier. Pas mal, tout le monde le voyait comme un joueur de première ronde. Belinka, c'était pas un joueur que tout le monde voyait en première ronde, mais il y avait certaines personnes qui le voyaient comme un joueur de première ronde. Lucas Pettersson, pas grand monde qui le voyait en première ronde. Charlie Elick, qui était très dans le milieu, si on veut. Alphonse Fry, c'est un peu la même chose. C'est un joueur qui était très offensif, mais qui est très frêle, on ne sait pas trop où ce qui s'en va. Nabokov, j'ai aucune idée où ce qui était. Gabriel Eliasson, c'est simple, ils l'ont pris parce qu'il frappe tout, mais sinon, en dehors de ça, il ne peut rien faire, Gabriel Eliasson. Fait que c'était pas un joueur qui était vu en première ronde. Julius Metinen, c'est un joueur que moi j'avais en première ronde, mais que la majorité n'avait pas en première ronde. Andrew Basha, c'est un joueur que le monde voyait en première ronde, qui est sorti en deuxième ronde. Adam Kleber, presque personne sauf moi l'avait en première ronde. Tu sais, c'est pas nécessairement toujours les joueurs que tu t'attends qui vont sortir en premier lieu. Donc, c'est ça. Il y a une chance, dans le fond, qu'il y ait des bons joueurs, mettons comme William Moore, qui est pris, dans le fond, comme en fin de première ronde, début deuxième ronde, qui pourrait descendre jusqu'au 41e rang. Puis je pense que ça serait très bon. Sinon, il y a des joueurs aussi comme Daniel Prokhorov, qui est un joueur de 6 pieds 5, qui a un tir, on pourrait dire, foudroyant, dans le fond, là, pour faire ça simple. Il a un excellent tir. Il a un gros gabarit, il est violent, mais côté compréhension du jeu, côté créer des jeux, trouver l'espace sur la glace, ou même côté structure de hockey, il n'y a aucune idée. Il est vraiment, il est loin, 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 loin. Très, très loin. C'est le type de joueur que tu prends et que tu bêtes un peu sur les attributs physiques. Le fait qu'il y a déjà un excellent tir, qu'il est déjà très physique, que c'est un gros gabarit, qui va être capable de patiner au niveau de la Ligue nationale. Mais tu prends ça, tu prends ça tout seul, c'est pas un joueur de la Ligue nationale. Ça prend quelqu'un qui est capable de comprendre le jeu. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir développer avec ces joueurs-là, de faire des bonnes lectures, de trouver l'espace sur la glace, de ne pas toujours se sortir du jeu pour essayer de frapper des joueurs ou de ne pas avoir nécessairement une vision tunnel, puis de juste faire des lancers. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire, sauf que c'est un joueur qui a quand même un certain potentiel dû à ses attributs physiques. Puis sinon, comme je disais aussi tantôt, il y a Ethan Zata, mais Ethan Zata, c'est vraiment un choix de joueur que tu sais ce que tu vas avoir. Tu vas avoir un joueur qui va être physique, un joueur qui va être très fort sur le forecheck, qui va tout donner à chaque chiffre, mais pas un joueur, dans le fond, qui va jouer dans ton top 6, même pas de façon complémentaire. Là. Du moins, ça ne s'enligne pas pour ça. Comme je dis, c'est pas quelque chose qui est impossible, mais ça ne s'enligne pas pour être ça. C'est un joueur vraiment qui va être. Qui amènera pas grand-chose côté offensif, même sur ta troisième ligne, mais qui va avoir, qui va jouer sur ton penalty kill, qui va frapper tout ce qui bouge, qui va créer énormément de pression en zone offensive quand l'autre équipe a la rondelle. Donc, il va avoir son utilité, mais ça reste limité. Donc, tout ça pour dire que si on veut des joueurs qui sont gros, qui ont un certain potentiel, mettons, de middle six dans la Ligue nationale, on peut parler de Vaclav Nestrasil, Mason West, Shane Benzaghi, Will Horkoff, William Moore, Daniel Prokhorov, puis jusqu'à un certain point, Ethan Zata. C'est sûr, ils n'ont pas tous le même plafond, ces joueurs-là. Si on prend Nestrasil, West, puis, mettons, William Moore, ou même Daniel Prokhorov jusqu'à un certain point, ils ont plus de potentiel, admettons, que Benzaghi ou Zata, à mon avis. Benzaghi à cause de son patin, parce qu'en tant que tel, il a une bonne compréhension du jeu puis il fait des très belles lectures. Mais sinon, Zata, c'est plus limité offensif. Donc, c'est des bons choix. Puis j'aimerais ça qu'il y en ait un de ceux-là qui soit pris, parce que dans le fond, je trouve que ce serait un bon step par en avant pour ajouter de la grosseur dans le top 6, dans le fond, ou dans le middle 6 plutôt, parce que c'est pas nécessairement vrai qu'ils vont tous jouer dans le top 6. Après ça, si on passe, mettons, aux joueurs que si les Canadiens, mettons, ils n'ont pas réussi à prendre un joueur, un défenseur qui tire de la droite
en première ronde parce que justement, mettons, ils ont pris Lakovic, puis Carter Bear, ou Lakovic, puis Justin Carbonneau, ou ils aimaient vraiment Aitchison, fait qu'ils ont pris Aitchison, puis un autre joueur. Ben, s'ils n'en ont pas eu, il reste des joueurs quand même qui peuvent prendre. Il n'y en a pas une tonne de joueurs qui tirent de la droite qui ont un certain potentiel. Mais on peut penser à des joueurs comme Max Psanishka, que, dans le fond, un autre joueur de 6 pieds 4 qui patine relativement bien pour son patin. Je sais pas s'il serait où là-dedans. Là. Je sais pas si Psanishka, il se trouve quelque part en deuxième ronde. Je sais que Elite Prospect, là, quand même relativement haut, si je me trompe pas, mais après ça, les rangs consolidés, là, ça, je sais pas. Je ne passerai pas trop de temps à le chercher. Mais c'est ça, c'est un joueur qui va être plus défensif qu'offensif, mais qui a quand même une bonne relance, un bon coup de patin. Comme je dis, c'est un gars de 6 pieds 4, qui devrait être capable de couvrir beaucoup de territoire avec son bâton et son patin. Euh, un bon joueur, qui a un certain potentiel, un joueur qui pourrait mettons, avoir un plafond comme un numéro 4 dans la Ligue nationale. C'est pas un gars qui va être un 3, qui va être un 2 ou quelque chose comme ça. Mais il est fort probablement un 5, un 6, mais qui pourrait se rendre jusqu'à un numéro 4 dans la Ligue nationale parce qu'il y a assez de talent, il y a assez, dans le fond, d'attributs physiques pour s'y rendre. Sinon, il y a aussi des joueurs comme Henry Broustevics, qui, lui, dans le fond, c'est un joueur qui est plus dynamique avec la rondelle. C'est quand même un gars de 6 pieds 1, presque 200 livres, si je ne me trompe pas. Là, si on clique sur lui, on va aller voir. Là. Ouais, c'est 194 livres, 6 pieds 1, tu sais, de la droite. Ben, un joueur qui a quand même un bon gabarit, évidemment, un joueur qui est beaucoup plus dynamique avec la rondelle que Max Psanishka. Des fois, les prises de décision sont pas nécessairement mauvaises ou, quand je pourrais dire, c'est pas nécessairement qu'il prend pas les bonnes décisions, c'est qu'il prend pas toujours les décisions à la bonne vitesse. Des fois, il va garder la rondelle un peu trop longtemps, puis dans le fond, il va juste se mettre dans le trouble. C'est un joueur qui a un bon coup de patin aussi, puis qui va amener la rondelle dans le trouble trop souvent. Au lieu, dans le fond, d'essayer de se sortir des couvertures ou de faire une petite passe pour se donner de l'espace, il va juste faire une transition avec la rondelle, l'amener en zone offensive, puis il va se faire bloquer le long de la rampe parce qu'il n'a juste pas trouvé de façon de redistribuer la rondelle ou de trouver une façon de l'amener plus vers l'intérieur ou de créer un jeu avec. Donc, il y a beaucoup de jeux qui sont avortés sur son bâton. Puis défensivement, c'est pas toujours facile, mais c'est des choses qui se travaillent. Puis tu veux un gars qui, justement, a quand même un certain atout offensif, qui va être capable de bouger la rondelle au niveau de la Ligue nationale, puis de créer des jeux avec la rondelle. Puis il faut que tu y montes, dans le fond, une meilleure base défensive. Puis tu sais, un gars qui est justement à London avec les Knights, tu peux compter sur les Knights pour justement créer un bon joueur ou lui donner une bonne base. Puis après ça, c'est à l'équipe qui choisit de l'améliorer encore plus au niveau de la AHL, quelque chose comme ça. Mais c'est un joueur qui a un certain potentiel aussi. Donc, je pense que c'est un joueur qui pourrait jouer dans un top 4 de la Ligue nationale éventuellement s'il corrige ses prises de décision, la rapidité aussi, la qualité de ses prises de décision. Puis, tu sais, dans le fond, Camillard son jeu d'une façon globale. Mais là, il va prendre plus d'espace à London l'année prochaine. Puis, il va prendre plus de glace, il va apprendre encore plus, il va se faire coacher. Je pense, si moi j'avais à prendre un bet au numéro 41 ou au numéro 49, puis qu'il est là, c'est sûr que je prends tout. On regarde ici dans le fond dans la liste, juste en dessous de lui, il y a Charlie Trethaway, qui est un joueur qui a descendu énormément dans toutes les listes, parce que c'est un joueur qui était dans le top 16 de pratiquement toutes les listes en début d'année, puis finalement, il a juste rien fait. Là, le talent, dans le fond, pour créer des jeux, ouvrir de l'espace, pas se démarquer, mais créer une certaine séparation avec le forecheck pour être capable de distribuer des passes directes, ça ne fonctionne pas, tout simplement. C'est un gars qui, tu peux dire, il va être bon pour défendre au niveau de la Ligue nationale parce qu'il est quand même gros, il est fort, il patine très bien avant comme derrière. Mais c'est vraiment dur de bouger la rondelle puis de créer des jeux. Puis même chose pour l'autre qui est juste en dessous, qui est Carter Amico ici. C'est sûr que si tu as le choix entre Charlie Trethaway, Carter Amico ou Henry Broustevics, pour moi, c'est Henry Broustevics, là, all day long. Il n'y a même pas de question. Même si ça se peut que Carter Amico soit un joueur de la Ligue nationale puis que Henry Broustevics, il s'y rentre pas, si Carter Amico ou Charlie Trethaway jouent dans la Ligue nationale, c'est fort probablement comme un joueur numéro 6. Donc, moi, à mon avis, j'aime mieux prendre un petit peu plus de chance. C'est plate qu'un gars comme Limatov, lui, ne joue pas, ne joue pas à droite.
Parce que c'est un gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, peut-être même 6 pieds 4, je me souviens plus trop, le mec qui patine excessivement bien, qui a un bon jeu avec la rondelle. Tu sais, c'est un peu, il manque de structure dans son jeu, mais c'est un gars qui a un bon potentiel pour jouer dans un top 4 de la Ligue nationale. Il y a beaucoup de travail à faire pour s'y rendre. Mais si ce gars-là, il tirait de la droite, c'est un gars de première ronde, c'est sûr. Pratiquement sûr. Il n'y a jamais rien qui est sûr, mais pratiquement sûr. Donc, c'est pas mal ça. Donc, Max Ptanichka puis Henry Broustevic, c'est pas mal les deux joueurs que je pourrais voir que le Canadien pourrait cibler avec le choix 41 ou le choix 49 si, s'ils veulent à tout prix y aller avec un joueur, un défenseur qui tire de la droite. Sinon, tu plus loin dans le repêchage, tu vas avoir des joueurs comme Bedkowski, qui est pas un gars qui bouge très bien la rondelle, même si c'est un gars qui va s'aventurer en zone offensive des fois, qui va suivre la transition pour, dans le fond, être le trailer. Il n'y a pas une tonne de succès offensivement, Bedkowski, on s'entend. Puis, mais en termes physiques, il est excellent. Puis c'est un gars, je pense, comme 6 pieds 5, 6 pieds 6, là, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Keros ici, là, que je ne suis pas son plus grand fan, là, mais on parle, c'est un joueur de 6 pieds 5, 194 livres. Fait que, un autre joueur qui est quand même relativement bon en termes de production, c'était n'importe quoi. 14, ben, pas n'importe quoi, mais c'était pas très bon. Là. 14 points en 53 matchs. Mais tu sais, si mettons, on va ici, là, parce que je le trouve pas sur la liste, puis on écrit Bedkowski. Comme ça. Vous allez voir, sa production, lui aussi, c'était quand même relativement moyen, là, mais c'est 7 points en 35 matchs. Fait que pas très, très bon, sauf que c'est un gars qui est très, très, très physique. Tu sais, de la droite, 6 pieds 5, 214 livres. Fait qu'un gars qui est facile à approcher dans un alignement de la Ligue nationale. Un gars qui devrait aider ton équipe dans les playoffs. Donc, ça pourrait être un bet. C'est un bet qui est quand même limité en upside, mais ça reste un bet pareil. Puis sinon, tu as aussi des joueurs comme Alex Wang qui devraient être disponibles comme troisième ronde, peut-être quatrième ronde, mais un joueur que moi, personnellement, j'adore. Pas nécessairement un joueur du type qu'on a besoin, je pense. Parce que c'est un excellent bougeur de rondelle en transition. Il est vraiment, vraiment bon. Très bon coup de patin. Il a mis quand même des points sur le tableau. Il s'est amélioré en défense, surtout en défense contre la contre-attaque. Il s'est amélioré quand même beaucoup. Tiens, on va le voir aussi. Là. Alex Wing. Comme ça. Très bien fait au U18 aussi. Là. Fait que c'est pas un gars de plus gros gabarit, on s'entend. Là. 6 pieds, 161 livres, on est loin de la Ligue nationale. Mais c'est un gars qui est né en juillet. Donc, il a encore beaucoup d'espace pour pouvoir, dans le fond, mettre, mettre de la viande sur les os. Ça se dit ça en français comme expression, ça? Mettre de la viande sur les os, comme meat on the bones en anglais? Je sais pas, hein? Anyways, 40 points en 64 matchs. Personnellement, en dehors de Caleb Desnoyers puis de Justin Carbonneau, c'est mon troisième joueur. C'est lui que j'aimais le plus. Au U18, qui était vraiment excellent. Les stats, il saute pas dans la face, là, sauf qu'il était vraiment, vraiment bon. Il a créé une tonne de jeux. Juste un excellent joueur, dans le fond. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de patins. Comment je peux dire? Il y a beaucoup de risques avec Alex Wang parce qu'on ne sait pas s'il va se rendre au niveau de la Ligue nationale. On ne sait pas s'il va être capable d'améliorer son gabarit, avoir assez de force pour gagner des batailles contre des hommes de la Ligue nationale. Ça peut être un gros problème. Sauf que il amène beaucoup d'offense. Puis d'ailleurs, là, je suis un peu curieux, puis je regarde des pas, parce que je pense pas que j'ai le droit de faire ça. Mais si on fait Alex Wang, comme ça ici, on va aller voir un peu. Je vais voir, dans le fond, j'ai pas vérifié si il gagne-tu ses batailles ou il gagne pas ses batailles, Alex Wang. Visuellement, c'est correct, mais ouais, tu vois. Dans le fond, si on regarde ici, 69 parties, on va enlever le U18. On va aller juste dans les. C'est où déjà? Comme ça, comme ça, comme ça. On va aller dans Québec Major Junior. Ça, c'est ses points. Mais là, si on retourne à Overview, 69 parties, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ce que je voulais faire. Games? Ah, c'est ça ici. Pour ceux qui ne regardent pas l'écran, excusez-moi, mais je veux voir quelque chose. Donc, Québec Major Junior, comme ça. Plouc. Comme ça. Puis là, on va aller voir
ses batailles. C'est où qu'on voit ici? Puck Battle. Fait que c'est la même chose, dans le fond. Donc, il a gagné 59% de ses batailles au niveau de la QMJHF. Fait que c'est pour ça que je disais que au coup d'œil, ça avait l'air. Tout avait l'air beau. Sauf que des fois, tu sais pas si les stats ils suivent vraiment ce que tu vois avec tes yeux. Donc, je voulais juste aller voir, être sûr que ce que je voyais, c'était la bonne chose. Fait que même à 161 livres, il est capable de gagner ses batailles. Puis c'est un gars qui peut bouger la rondelle extrêmement bien, un gars qui est très, très, très fort en transition, très bon coup de patin, très déceptif. Toujours un mot que, à chaque fois que je fais une vidéo, je cherche le mot en français. Quelqu'un, aidez-moi. Mais ouais, c'est ça pour dire que c'est pas un gars de deuxième ronde, à mon avis. Je pense pas qu'il va être choisi en deuxième ronde. Il y a trop de risques de projection, mais c'est un gars qui, moi, personnellement, en troisième ronde, je sauterais sur l'occasion d'aller chercher Alex Wang. Sinon, après ça, pour ce qui ça, c'était les défenseurs. Dans le fond, le Max Penichka, Henry Brustavix, Bedkowski, Alex Wang, c'est tous des joueurs qui sont, moi, je ciblerais. Et sinon, si on veut des joueurs qui ont une tonne de potentiel, mettons qu'on veut y aller pour le plus de upside possible, des joueurs qui peuvent jouer dans ton top 6 dans la Ligue nationale, mais choisis en deuxième ronde, je pense qu'il est rendu là. Tu sais, first, on a les trois joueurs que je nommais tantôt, les trois plus petits joueurs, là, les Cole Reshney, Colin Potter, puis Benjamin Kindle. C'est sûr, il y a aussi des Cameron Schmidt puis des Adam Benak. Et là, ça, c'est des joueurs de 5 pieds 7. C'est plus des joueurs qui ont proche du gabarit de la Ligue nationale à 5 pieds 10, 5 pieds 10 et demi, 175 à 187 livres. On parle de joueurs de 150 livres puis de joueurs de 5 pieds 7. Donc, tu sais, on peut prendre cette bête-là s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, là, mais personnellement, moi, c'est pas quelque chose que je ferais. Fait que c'est ça. Fait que, si on prend, mettons, là, le draft de l'année passée. On va sortir d'ici. C'est 2024, ouais. Ça on va en deuxième ronde. Tu sais, des joueurs talentueux qui sont de plus petits gabarits, mais qui ont produit énormément dans leur ligue. Il y en a toujours qui glissent à chaque année. Puis c'est toujours des joueurs qu'on voyait en première ronde. Tu sais, comme tantôt on parlait, là, Andrew Basha, il a choisi 41, je pense. Hein. Ouais, ça. Andrew Basha, il est sorti au 41e rang. La majorité du monde voyait Andrew Basha dans la vingtaine. Que ce soit fin vingtaine, début vingtaine, la grande majorité le voyait là. Il est sorti 41e. Même chose pour Lucas Patterson. Je pense pas que c'est un joueur que le monde voyait autant haut, mais il est sorti là. Sinon, on descend. Des joueurs comme Cole Hudson, il est sorti 43e. Ryder Ritchie n'avait pas eu une bonne saison. Il a eu une meilleure saison cette année, mais quand même, il a sorti 45e. Max Plante, 47e. Très bonne saison dans la NCAA cette année. Nikita Artamonov. Qui voyait pas Nikita Artamonov dans sa première ronde? Il ne devait pas en avoir beaucoup. Puis il est sorti 50e. Cette année, il va super bien encore dans la KHL. Donc, tu sais, il y a toujours des joueurs de 5 pieds 11, 5 pieds 10 qui glissent un peu plus loin. Tu sais, Teddy Stiga, même chose. On regarde Teddy Stiga, là, il a fait une bonne saison dans la NCAA pour sa première saison. Un gars de 5 pieds 10, à peine 180 livres, il a fini avec 30 points en 36 matchs à Boston College. Fait que, tu sais, il y a toujours à chaque année ce prototype de joueur-là qui glisse quelque part en deuxième ronde. Donc, c'est fort probable qu'au 41e rang ou même au 49e rang, il y ait un joueur comme un Cole Reshney, comme un Colin Potter, comme un Benjamin Kindle qui soit disponible. Puis là, à partir de là, tu sais, au 41e rang, des joueurs de 90 points et plus dans la WHL, il n'y en a pas une tonne, on s'entend. Ils sont relativement rares. T'as même Christian Epperson, en fond, qui lui, c'est un overager. C'est un gars qui était disponible pour le repêchage l'année passée. Puis que là, il n'a pas été repêché, fait qu'il est disponible encore cette année. Il a fait 80 points en 58 matchs. Tu sais, la majorité du temps, si tu avais choisi un gars à son âge, à son année de 17 ans, ou son année de 18 ans, peu importe, sa première année d'éligibilité, et admettons, il était à 1 point par match, quelque chose comme ça. Puis l'année suivante, il est à 80 points en 58 matchs. Tu te dis, il y a eu une excellente saison pour un gars de deuxième ronde. Ouais. Donc, c'est un peu le même que je le vois. Il est dans sa deuxième saison, il n'a juste pas été repêché, mais c'est le même scénario. Il est à 80 points en 58 matchs. C'est un gars qui est extrêmement intense sur le forecheck. C'est un gars qui a des. T'sais, oui, il a joué beaucoup avec Missa, donc c'est sûr que ça peut aider sa production, mais il a pas l'air d'un gars, quand je pourrais dire, qui est. Il a pas l'air d'un passager. Il joue à la même vitesse, il joue avec la même compréhension du jeu. Il est au même niveau. Là. Ben, au même niveau, on s'entend. Là, il n'est pas au même niveau que ça. Mais je veux dire, il peut jouer avec. Il n'a pas l'air du gars qui se fait.
qui a mis sur ses épaules, puis c'est lui qui fait tout. Non, Christian Epperson, il fait partie de la ligne. C'est lui qui crée énormément de pression. Fait que, tu sais, ça en est un autre joueur, puis je pense qu'il est comme à 6 pieds, mais il est plus dans le coin de 5 pieds 11, si je ne me trompe pas. Donc, ça pourrait être une autre option. Pas mon choix préféré, mais ça pourrait être une option en tant que tel. Mais tu sais, c'est ça. Enfin, je dis, entre 41 et 49e, il y a des joueurs qui vont descendre, il y a des joueurs qui vont glisser. Que ce soit Epperson, que ce soit Cole Reshney, que ce soit Colin Potter, que ce soit Benjamin Kendall, il va y en avoir un des quatre qui va être là. Ça, je suis presque sûr à 100%. Jamais à 100%, mais presque sûr à 100%. Sinon, on peut y aller avec des choix que nous, on choisit, des joueurs comme Riker Lee. Je sais pas, Riker Lee est ici. 68 points en 58 matchs dans la USHL, qui est quand même une très bonne production. Là, évidemment, il y a du monde qui va en première ronde maintenant, mais ça doit être assez récent parce qu'il n'y en avait pas une tonne qui le voyaient en première ronde. C'est un peu risqué quand même en première ronde parce qu'il y a quand même un très gros problème de patin, là, à mon avis. Mais il y a beaucoup de monde qui le voit à 67, 58, 59, 70, 58. Fait que, c'est très, très, très faisable qu'il soit là en deuxième ronde au niveau 41. Puis c'est un des gars les plus talentueux offensivement du repêchage. Après les gros noms, là, après les gros noms, c'est un des joueurs les plus talentueux, mais il y a quand même un gros problème de, de patin. Quand même, là, c'est assez évident quand on le regarde. Il va être, comme je disais un peu avec Shane Van Zaghi, tantôt, c'est le type de joueur qui va être toujours en arrière du jeu s'il ne réussit pas à améliorer son patin, mais c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui a énormément d'habileté avec son tir, avec sa vision, la qualité de ses passes. Trouver de l'emplacement à sa glace ou ce qu'il peut faire ses tirs. Donc, c'est vraiment un joueur qui se projette bien au niveau de la Ligue nationale, mais il y a un gros step qui doit être pris dans son patin. Donc, c'est un joueur qui, sûrement, va être disponible en deuxième ronde. Puis ça serait un très bon bet pour avoir si on veut, juste du upside. Sinon, un autre joueur, un gars comme Alexander Jarowski, puis lui, il est-tu là-dedans? Ah, ben oui, tu sais. 48e, ils sont là-dessus. Même chose, en fond, lui, c'est 50 points en 40 quelques matchs. 50 points en 45 matchs dans la MHL. Il a fini aussi dans la KHL, là, si je ne me trompe pas, là, c'est playoffs. Ouais, c'est ça, ici. Il a été joué 7 matchs en KHL. Évidemment, en KHL, les jeunes, ils ne jouent jamais énormément. Mais on parle d'un gars quand même de 6 pieds 1, sauf que même chose, côté gabarit, on parle d'un gars de 163 livres. À quel point c'est vrai, à quel point c'est pas vrai, on ne sait pas. L'année passée, Ivan Demidov, il était quoi? Il était 5 pieds 11, 160 quelques livres sur Elite Prospect jusqu'à temps qu'il y ait le Russian Combine, où que tous les Russes se ramassent en Floride avec leur argent, puis que les équipes aillent là. Puis là, tout à coup, c'est un gars de 6 pieds 1, 190 livres. Ouais, ça se peut très bien que Jarowski soit un gars de 170, 180 livres, c'est vraiment pas impossible, mais c'est un gars qui a énormément de talent pur. C'est un gars qui est vraiment. Il a des excellentes mains, un bon tir, très bonne vision. Il crée des jeux comme à chaque shift. il est impressionnant. C'est un gars que tu regardes, puis à chaque partie, tu regardes, puis tu sors de là impressionné. Tu peux pas dire j'aurais aimé ça en voir plus. C'est rare que tu dis ça quand tu regardes Alexander Jarowski, sauf que évidemment, il joue en MHL, donc une ligue qui a très peu de structure. La production est correcte, presque un petit peu plus qu'un point par match, mais c'est pas nécessairement là, à tout casser, sauf qu'elle est quand même correcte. Mais le fait qu'il a quand même joué en KHL, ça a bien été. J'ai regardé comme 2 ou 3 parties, je me trompe pas. Puis ça, il était à sa place. Il n'a pas créé une tonne de jeux, mais il nuisait pas à son équipe non plus. Donc, je pense que ça a très bien été. C'est un joueur qui a été capable de jouer à l'intérieur d'une structure parce qu'on s'entend que la KHL puis la MHL, c'est deux niveaux complètement différents. Donc, moi, c'est ça. Fait Alexander Jarowski, personnellement, si j'avais le choix entre Riker Lee ou Alexander Jarowski, moi, je pense que je vais avec Jarowski parce que je l'aime encore plus. Je pense qu'il il n'y a pas autant de problèmes avec le patin. Il y a beaucoup plus de chances que son patin soit au niveau ligne nationale que Riker Lee. Mais, peu importe. Après ça, je pense que le dernier des joueurs qui a vraiment. Ben, pas le dernier, mais un des joueurs qui pourrait être disponible, qui a quand même un bon potentiel, qui risque de glisser en deuxième ronde, c'est Nathan Bem. Un joueur qui. Quand je pourrais dire, je vais essayer de le trouver ici, là, Nathan Bem. Il se trouve où? Nathan Bem, Adam Benak. Nathan Bem, juste. Fait qu'il est 41e. Tu vois, ça fit. C'est un joueur qui a un meilleur gabarit, 6 pieds 2, 198 livres.
un gars qui fait offensivement peut tout faire. Il a un excellent tir, il trouve l'espace sur la glace, un excellent joueur pour repérer ses joueurs, faire des belles passes. Il y a des matchs que tu sors, que tu vas regarder Nathan Bem, puis tu dis ce gars-là, c'est un joueur de première ronde sûr à 100%. En termes de talent, tu dis c'est un gars qui devrait être pris top 20, mais c'est pas nécessairement toujours constant. Tu sais, juste là, quand tu regardes ça, Elite Prospect, offensive forward, playmaker, sniper. Il n'y a pas une tonne de joueurs que tu vas regarder que les trois petits attributs qu'eux autres ils vont mettre, c'est playmaker et sniper. Déjà, les deux ensemble, c'est relativement rare. Puis par-dessus ça, tu rajoutes offensive forward. Côté offensif, il y a un excellent potentiel, en plus d'avoir un bon gabarit. En termes de production, il a fait 66 points en 59 matchs, qui est quand même bon sans être nécessairement là, excellent. Sauf que vraiment, les habiletés sont bonnes. Le patin est correct. C'est un gars qui ressort quand tu le regardes, sauf que c'est pas constant. C'est pas quelque chose qui se passe, que tu vois match après match. Des fois, il perd ses batailles. Des fois, tu vois qu'il est moins engagé. Si ça rentre pas, s'il crée pas une tonne d'offense, il fait quoi sur la glace? Il fait pas nécessairement grand-chose. Du moins, pas toujours. Des fois, oui. Des fois, il travaille plus fort. Des fois, il travaille moins fort. Donc, tu sais, il y a un travail de constance à faire. C'est quelque chose qui est très dur à aller chercher avec des joueurs. Tu sais, si tu n'as pas la combativité, la compétitivité, la constance, ben, du moins le vouloir d'être constant à, à cet âge-là, c'est rare que tu vas réussir à l'obtenir plus tard. Tu sais, oui, des joueurs vont être pas constants, mais tu vas voir qu'ils travaillent sur la glace avec constance. Ils vont pas nécessairement créer de l'offense avec constance match après match, mais ils vont toujours avoir le même niveau d'effort. Si ton joueur crée de l'offense un match sur deux ou des affaires comme ça, mais que le niveau d'effort n'est pas constant match après match, ça, c'est beaucoup plus dur à aller quand je peux dire, à corriger. Du moins, c'est mon avis personnel, mais pas mal sûr que si on regarde les joueurs qui avaient des problèmes de constance à leur année de repêchage, pas de constance de production, mais de constance de travail, ben, généralement, ils ont encore des problèmes de constance de travail. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, en dehors de ça, c'est pas mal ça les joueurs là, qui ont qui ont un certain potentiel qui pourraient choisir en deuxième ronde. Il y a plein de joueurs là, après ça qui pourraient choisir plus loin dans le repêchage. Des joueurs comme Cooper Simpson, qui est vraiment là, même chose, un peu comme Nathan Bem, un excellent tir, des bonnes mains, un bon patin. Il est dynamique avec son patin, même, je dirais. Un joueur qui est complet offensivement. Évidemment, il y a plein de travail à faire. C'est un gars qui est sorti du high school là, quasiment. Fait que, il y a beaucoup de travail à faire, sauf que c'est un joueur qui va être là en troisième ou en quatrième ronde. Même des joueurs comme Adam Benak, c'est sûr qu'ils vont être là en troisième, quatrième ronde. Je serais vraiment surpris qu'ils soient pris avant ça. C'est pas impossible, mais je serais quand même surpris. Fait qu'il y en a il y en a de l'espace pour avoir des joueurs avec du potentiel en troisième, quatrième, cinquième ronde. Mais pour ce qui est de la première ronde, on va faire un petit récapitulatif. En ordre de préférence, selon moi, ça serait Justin Carbonneau, Carter Bear, Lyndon Lakovic, suivi de Keishan Aitchison, Logan Hensler. Puis après ça, c'est des joueurs comme Braden Coots, Cole Reshney, Colin Potter, Ben Kendall, Cameron Reed. Sinon, en deuxième ronde, si on veut des gros joueurs, ça va être des joueurs comme Vaclav Nestrasil, Mason West, Shane Menzaghi, Will Horkoff, William Moore, Daniel Prokhorov, Ethan Zata. Si on veut des joueurs, des défenseurs qui tirent de la droite, ça va être Max Psenishka, Henry Brustevics pour ce qui est de la deuxième ronde. Puis après ça, un peu plus loin, on peut aller chercher des joueurs comme Bedkowski ou Alex Wang. Si on veut des joueurs avec beaucoup de talent, il va y avoir un petit gars qui va glisser, généralement un gars de 5 pieds 10 avec du talent qui va glisser comme je dis depuis tantôt, dans le fond, le Reshney, Potter ou Kinda. Ou sinon, on peut aller chercher un joueur comme Riker Lee, Alexander Jarowski ou Nathan Bem, qui sont des joueurs avec énormément de talent, mais du travail à faire pour les amener à être dans un top 6 de la Ligue nationale. Évidemment, ils sont encore très loin. Donc, c'est pas mal ça. Ça fait quand même plusieurs cibles, des bonnes cibles en première ronde, des bonnes cibles en deuxième ronde. C'est ça que je voulais faire aujourd'hui, dans le fond, juste parler de les cibles que le Canadien pourrait choisir. Check bien ça, il n'y a aucun des joueurs que j'ai parlé aujourd'hui qui vont choisir ou ils vont échanger leurs deux choix ou quelque chose comme ça. Mais n'empêche que c'était quelque chose que je trouvais intéressant. C'est une vidéo que je travaille dessus pour la version anglophone pour en faire un petit vidéo là, de comme une quinzaine de minutes. Mais je voulais amener ça aussi du côté francophone puis d'en parler pendant que c'est frais dans ma tête. Donc, c'est pas mal ça. C'est terminé pour aujourd'hui.
J'ai aucune idée c'est quoi le prochain sujet, mais je vais revenir soit cette semaine ou la semaine prochaine avec un nouveau sujet, un nouveau vidéo, peut-être plus court, peut-être plus long, je sais pas, à suivre. Fait que, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté, merci d'être là, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, peut-être juste liker la vidéo ou souscrire, souscrire, on dit ça en français, souscrire ou subscribe. Peu importe. Vous savez ce que je voulais dire. Excusez-moi pour mon français tout cassé. Écoute, je passe 90%, si c'est pas plus que ça, de mon temps à parler en anglais dans ma vie. Donc, le français, c'est compliqué. C'est ça. Merci beaucoup. On se voit dans le prochain. Peace.